Bon, merci d'être au rendez-vous. Sébastien Léonard de la Fredon Poitou-Charentes. Je vais très vite me taire pour passer la parole à quelques intervenants qui connaissent bien l'Ambroisie. Non pas que je la connaisse pas, mais ils la connaissent encore plus finement que moi et ils pourront rentrer dans certains détails. C'est une demi-journée qu'on vous propose organisée dans le cadre du plan régional santé-environnement. L'Ambroisie nous concerne en tant que public agricole comme une adventice, mais c'est une adventice des cultures certes, mais c'est aussi, elle a la particularité de poser des problèmes de santé publique. Donc elle fait l'objet au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et au niveau national d'ailleurs, c'est repris dans toutes les régions concernées par la présence d'Ambroisie. Elle fait l'objet d'une politique publique, donc en matière de santé environnementale, du fait des allergies qu'elle peut provoquer sur la période estivale, plutôt août-septembre, on va dire. On n'a pas une grosse problématique de santé en Poitou-Charentes, dans les départements alentours. Tout au moins, on a assez peu d'éléments factuels qui nous permettent de dire qu'il y a beaucoup d'allergiques. Il y en a certainement, certaines personnes se signalent à nous en déclarant des symptômes quelques journées dans l'été. Toutefois, l'Agence régionale de santé, avec les autres administrations, avait souhaité mettre en avant une action sur cette thématique. On organise ça en lien avec l'Observatoire des Ambroisies, représenté par plusieurs intervenants, mais dont Marie-Lou Mottet qui prendra la parole tout à l'heure, et Sarah, sa collègue. On a également la présence d'une allergologue dans la salle, Mme Châteauvaquet, qui est au fond de la salle et qui pourra peut-être compléter si vous avez des questions propres aux allergies. Elle sera avec nous, je pense, dans l'après-midi. Vous restez un petit peu avec nous, donc sur une visite terrain, vous pourrez peut-être ou répondre à des questions dans la salle si on a sur le sujet. On a prévu que l'Observatoire nous parle un petit peu des grandes généralités réglementaires sur l'Ambroisie. On cible rapidement, voilà, c'est plus un mot d'accueil pour situer un petit peu ce qu'est l'Observatoire des Ambroisies, qui est en fait une structure qui existe depuis plusieurs années, qui était portée par l'INRA initialement, qui a été repris par le réseau Fredon France, qui accueille du coup cette organisation-là, qui est sous convention avec le ministère de la Santé, donc qui décline un certain nombre d'actions au niveau national sur l'Ambroisie. On a visé cet après-midi vraiment le public des techniciens agricoles. Les techniciens agricoles étant les premiers concernés par l'accompagnement des agriculteurs. C'est une problématique quand même très agricole, l'Ambroisie. Alors j'entends déjà qu'on la retrouve en bord de route, qu'on a des vecteurs de dispersion via la LGV, via la Nationale 10 et autres. On préfère segmenter un peu les messages en fonction des publics, et on a préféré vous proposer un message vraiment adapté au public agricole, en particulier en donnant la parole à Bruno Chauvel, qui est devant moi, et qui a travaillé beaucoup sur l'Ambroisie à l'INRA à Dijon, qui pourra du coup répondre certainement à des questions percutantes que vous pourrez poser, et auxquelles moi en tout cas je serai bien capable de répondre. Cette demi-journée, pour compléter, pour les Charentais, ou en tout cas les gens qui interviennent en Charente, c'est une formation justement qui est validante, qualifiante, pour permettre aux techniciens d'accompagner les agriculteurs en Charente dans le cadre des dispositifs dérogatoires que la DDT présentera tout à l'heure. À savoir, quand vous voulez détruire l'Ambroisie, quand un agriculteur veut détruire l'Ambroisie en Charente, on est sur la zone vulnérable, donc entre autres pour les sipans, on a la possibilité de déroger à la règle, des règles classiques que je connais pas forcément par cœur, mais en tout cas d'implantation de sipans, etc., les décalages de date, etc., ou des destructions également peut-être. On a la possibilité de déroger, mais il faut passer pour cela par un technicien reconnu par la DDT, qui doit remplir un document avec l'agriculteur et le transmettre à la DDT, pas que le transmettre, parce qu'il y a un retour qui autorise la dérogation. J'en ai fini, j'ai déjà été long. Et donc ça représente l'Observatoire. Oui, donc l'Observatoire des Ambroisies, juste en quelques mots, donc c'est une structure qui a été créée en 2011 par les ministères chargés de la Santé, l'Agriculture et l'Environnement, et ça a été aussi créé par l'INRA de Dijon, dont Bruno Chauvel, ici présent, en est le créateur.
Depuis l'année dernière, c'est piloté par Frodon France à Paris. Et donc l'Observatoire des ambroisies, c'est le centre de ressources nationales sur les ambroisies. Et la mission principale, c'est d'améliorer la diffusion des connaissances et des informations relatives aux ambroisies ayant un impact sur la santé humaine. Donc quelques mots sur le fonctionnement de l'Observatoire. Donc on travaille avec un comité de pilotage qui regroupe tous les ministères concernés, donc santé, agriculture, environnement, transport et collectivités territoriales, la Frodon France, des agences régionales de santé, l'ARS, l'ANSES, Santé publique France. Donc ce sont eux en fait qui donnent les grandes orientations stratégiques de l'Observatoire. On travaille notamment avec un comité technique qui représente une grande diversité d'acteurs de terrain. Donc on a l'Agence française de la biodiversité, les Frodons, les chambres d'agriculture, une personne représentant les instituts techniques qui travaille à Terinodia, des associations, l'ANSES, une allergologue dont Dominique Châteauvaquet ici présente, la DGS, la DGL, etc. Et puis des partenaires comme toutes les Frodons, comme la Frodon Poitou-Charentes, les CBN, etc. Donc ça nous permet aussi d'avoir des remontées très enrichissantes du terrain. Alors, à l'Observatoire, on a la mission aussi de créer différentes documentations pour sensibiliser un plus grand nombre de personnes. Donc on a des affiches, donc on en a plein ici, si vous voulez en prendre, il n'y a pas de souci. Des guides de gestion, des cartes de reconnaissance, une exposition dont vous voyez un exemple ici, et des vidéos qui sont disponibles sur YouTube. On a créé un catalogue qui recense toutes ces documentations ici. Donc on en a un exemple ici si vous voulez regarder, et tous ces documents, ce catalogue est disponible sur le site ambroisie.info. On a également créé publié l'année dernière un guide de gestion qui est assez complet et qui donne toutes les fiches de gestion, notamment dans le milieu agricole. Donc si vous voulez regarder tout à l'heure, il y en a un exemple ici. Et il est téléchargeable sur l'adresse que vous voyez ici. On publie notamment aussi une lettre mensuelle de mars à novembre, donc durant la saison d'ambroisie, où on écrit des articles sur les actualités scientifiques, la réglementation, les actions de lutte. On a des témoignages aussi d'acteurs. Donc si vous voulez vous abonner, il suffit juste de nous envoyer un petit mail, ou on a une petite feuille aussi, vous pouvez écrire vos coordonnées et puis vous pouvez recevoir la lettre du mois prochain. Merci. Donc moi je vais vous présenter très rapidement quelques éléments de contexte. Donc l'ambroisie vient d'Amérique du Nord, donc on la retrouve ici, c'est sa répartition mondiale, on la retrouve bien sûr ici, on la retrouve en Europe, on la retrouve en Australie, en Asie, on la retrouve un petit peu partout sur tous les continents maintenant. La situation en Europe donc, est à peu près celle-ci. On la retrouve en grande quantité. Là, c'est le plus gros spot se trouve vers la Hongrie. Donc, nous, on commence à être quand même pas mal envahi, comme vous le voyez. On se rapproche encore et on arrive en France. Donc là, c'est la dernière carte de répartition. C'est l'état des connaissances de la répartition d'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc on retrouve évidemment Auvergne-Rhône-Alpes qui est bien envahi, un énorme spot ici aussi qui remonte le long de la Loire, et puis quand on se rapproche encore un peu, on tombe de votre côté où on commence à être aussi pas mal envahi. On a beaucoup de signalements de ce côté-là. Donc en Charente, Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, donc là on reste encore assez dans le sud du département, mais il faut savoir que ces cartes de signalement, ce n'est pas forcément les cartes de présence réelle de la plante, puisque on n'a pas forcément d'une part tous les signalements qui nous remontent, et d'autre part, dans les départements où on ne la connaît pas, on ne va pas forcément penser que c'est de l'ambroisie et la signaler. Donc voilà, c'est vraiment l'état des connaissances, c'est pas la situation réelle, mais ça donne quand même un bon indicateur de la répartition de la plante. Je fais un point très rapide sur la réglementation et je vais essayer de ne pas vous embêter. Il faut savoir que les ambroisies sont les seules espèces de plantes nuisibles à la santé humaine qui sont réglementées par le Code de la santé publique. Donc ça date de l'année dernière, c'est un décret qui liste ces plantes. Pour le moment, il n'y a que 3 espèces d'ambroisie qui sont listées dans ce décret, mais il peut être ensuite enrichi avec d'autres espèces. 3 espèces d'ambroisie, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'en France on a 4 espèces d'ambroisie qui sont présentes sur le territoire. La plus commune c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise, c'est celle qu'on retrouve partout qui est la plus problématique.
On commence à avoir l'ambroisie trifide qui est une problématique montante. Il y a eu un rapport de l'ANSES qui date de l'année dernière, voilà, qui tire un peu la sonnette d'alarme. Et puis l'ambroisie aepilis aussi qui est réglementée parce que son pollen reste allergisant, mais elle est quand même beaucoup moins présente et puis ce ne sont pas les mêmes problématiques de gestion. Donc voilà, on a plutôt ces deux ambroisies qui sont les plus problématiques et ambroisie à feuilles d'armoise qui est la plus communément répartie sur le territoire et c'est vraiment, quand on parle de l'ambroisie, c'est de celle-ci. Ok, donc le décret qui est paru le 26 avril 2017 liste ces 3 ambroisies et ce décret dit aussi que dans chaque département, le préfet doit prendre un arrêté préfectoral pour écrire les mesures à mettre en œuvre sur le territoire. Donc pour les Deux-Sèvres, vous n'avez pas encore d'arrêté pour le moment, mais ça ne devrait pas tarder. La DGS, le ministère de la Santé, est en ce moment en train d'écrire une instruction qu'elle va envoyer au préfet pour leur dire il y a telle loi qui est parue, maintenant il va falloir prendre des arrêtés préfectoraux. Donc ça se met petit à petit en place, l'organisation. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, tous les arrêtés sont déjà pris, mais ça déjà historiquement, mais voilà. Il y en a un pas loin d'ici, en Dordogne, il y en a un qui vient d'être pris. Donc voilà, ça se met en place petit à petit. Il y a un deuxième texte, donc voilà, il y avait le décret, il y a un deuxième texte qui est paru, qui est un arrêté, en même temps il est paru en avril aussi 2017. Lui, il interdit tout bonnement le transport, la vente, l'utilisation, l'achat de toutes les espèces classées nuisibles à la santé humaine, donc les 3 espèces d'ambroisie. Il interdit juste ça, c'est arrêté pour le moment. Cette réglementation mise en place est basée sur la désignation de référents territoriaux. C'est vraiment la clé de cette organisation. Ce sont donc des personnes qui vont être désignées dans les communes pour gérer la problématique sur leur territoire. Donc voilà comment ça se met en place. Les référents sont désignés à ce niveau local et au niveau départemental ou supradépartemental, il va y avoir un animateur qui va animer ce réseau de référents. Donc souvent ça peut être des Fredons, des CPIE, donc c'est les ARS aussi, bien sûr les agences régionales de santé. Donc ici dans le département c'est la Fredon. Donc ce coordinateur ambroisie avec un comité de coordination vont aider à écrire les arrêtés préfectoraux et un plan de lutte qui vont être parus au journal officiel. Donc voilà, donc sur ces arrêtés et ces plans de lutte vont être décrites toutes les mesures à mettre en place pour lutter contre l'ambroisie sur le territoire. C'en est fini pour la réglementation, je suis allée très très vite et je ne suis pas rentrée dans les détails parce que je pense que quelqu'un aussi de la DDT va rentrer un petit peu plus là-dedans. Mais sinon on va passer tout de suite à pratico-pratique et comment est-ce qu'on gère l'ambroisie en agricole. Okay. Et Bruno, à toi la parole. Bonjour à tous. On va voir s'il y a quelques clés de gestion de cette espèce. Alors pour ce qui est de la situation ici en Charente et dans les Deux-Sèvres, c'est un secteur où l'ambroisie a toujours été pris au sérieux. C'est très longtemps que la Fredon locale fait de l'information, fait des discussions là-dessus. Il y avait une réunion en 2006 qui était organisée par Bayer, qui était très complet. Il y avait un peu plus de monde qu'aujourd'hui. On avait déjà beaucoup discuté du problème. C'était il y a donc 2006, c'était il y a longtemps. Et pourtant, depuis, la situation ne s'est pas franchement améliorée, ce qui prouve qu'il y a un problème de gestion de cette espèce. Pas seulement de la mauvaise volonté, c'est qu'elle n'est pas évidente à gérer. Donc qu'est-ce que je peux apporter par rapport à des gens qui, comme vous, êtes sur le terrain, connaissez bien les systèmes de culture, les rotations? Pas grand-chose, c'est vous qui avez les clés du camion, vous connaissez beaucoup mieux les choses que moi. La seule chose, c'est que je peux peut-être faire des rappels sur la biologie de l'espèce, sur des points importants que vous êtes peut-être amenés à négliger ou à faire passer au second plan parce que vous avez des impératifs, vous avez des compromis, vous avez des règles à respecter ici qui vous empêchent peut-être d'appliquer les pratiques les plus efficaces. Mais je resterai très très prudent, hein. C'est les techniciens de terrain et les agriculteurs qui connaissent mieux le problème. Donc on se situe en plus dans un contexte agronomique qui est changeant. Et clairement, l'arrêt annoncé de certaines molécules herbicides risque de poser un nouveau problème de gestion de cette espèce qui va encore peut-être aggraver la situation dans un certain nombre de cas ou tout simplement permettre de changer complètement de système et trouver une solution dans un autre cas. Une autre chose aussi importante, c'est qu'on oublie très généralement l'histoire.
parce que on passe trop vite. Mais l'ambroisie, ça fait très longtemps qu'elle est chez vous, puisqu'elle est signalée en 1934 à Saint-Génard, c'est à 20 km d'ici, on m'a dit. En 1942, c'est l'enclave martinière, j'ai vu que c'est expliqué, cette commune n'existe plus, mais elle porte un autre nom un petit peu similaire, et c'était aussi à la Couarde, qui est aussi une commune qui n'est pas très loin d'ici. Ça veut dire que la plante, ça fait sans doute très longtemps qu'elle est là, elle n'était peut-être pas infestante, elle n'était peut-être pas en explosion, mais la situation que vous avez aujourd'hui résulte peut-être d'un envahissement, mais aussi de populations locales qui ne s'exprimaient pas et qui se sont mis à exprimer en un seul coup. Donc c'est-à-dire qu'il y a un historique, il y a peut-être des stocks de semences qui sont très anciens, et de ce fait, espérer un succès rapide de gestion, c'est un petit peu rêver, parce que ça va être plus compliqué que ça. Alors on en a déjà parlé un petit peu, donc je vais passer vite fait, mais on a 2 ambroisies qui sont tenaces dans les milieux agricoles actuellement. Il y a l'ambroisie à feuilles d'armoise, donc avec la situation que vous voyez ici, c'est la carte en moins bonne carte que celle que Marie-Lou vient de présenter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est présente dans des milieux différents, ça c'est différents habitats, mais en plus dans l'habitat agricole, elle est présente dans des systèmes de culture et des systèmes de production qui sont très différents. Il n'y a pas un système ou un type de rotation qui permet d'expliquer la présence d'un plante, c'est plus complexe que ça. Les vecteurs de dispersion sont très mal connus, j'ai bossé sur l'ambroisie depuis 15 ans, et dans des parcelles où il y a l'ambroisie, je ne sais toujours pas expliquer comment elle est arrivée. Alors, je suis persuadé qu'il y a des gens qui savent, mais expliciter qui est le responsable, entre guillemets, de l'arrivée de la plante n'est pas facile, donc on a du mal, du coup, à avancer sur l'empêchement de la dispersion de cette espèce, tout simplement parce qu'on ne peut pas, ou que parce que le vecteur d'introduction, on ne peut pas faire grand-chose contre. Et en fait, une dernière chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que l'éradication de cette espèce est aujourd'hui inenvisageable. C'est-à-dire qu'il faudra vivre avec. On n'a absolument plus de possibilité de détruire, d'éradiquer cette plante. Dans le cas de la deuxième espèce, l'ambroisie trifide, qui est l'espèce majeure aux États-Unis, c'est une espèce adventice extrêmement agressive, surtout dans les systèmes de culture OGM. Chez nous, elle est présente dans des milieux cultivés, essentiellement aujourd'hui dans le sud, aux environs de Toulouse, dans les systèmes de culture irrigués autour de Toulouse, les rotations maïs, soja, tournesol avec un petit coup de blé de temps en temps, mais on est dans des systèmes de culture estivale. Et puis il y a quelques spots, donc c'est des départements en jaune où on trouve l'espèce. Les autres départements, c'est des situations historiques dans lesquelles la plupart du temps l'espèce aurait disparu parce qu'écologiquement elle n'est pas tout à fait à sa place. C'est une écologie quand même un petit peu différente. C'est une plante géante, ça peut faire 4 mètres, 5 mètres de haut, donc beaucoup plus facile à repérer, donc du coup peut-être une gestion qui est un peu plus facile. En tout cas, une éradication qui est encore envisageable à condition qu'on ait envie de le faire. C'est-à-dire s'il n'y a pas de volonté au niveau agricole de détruire cette espèce, on ne la détruira pas et elle va se répandre sur une partie du territoire français. Alors, quels sont les modes de gestion de l'ambroisie ? Les milieux cultivés sont finalement les plus favorisés, parce que c'est dans les milieux cultivés qu'il y a le plus de possibilités de gestion. On peut travailler pendant la culture, des herbages chimiques, mécaniques, thermiques, et ainsi de suite. Et pendant l'interculture, on a aussi toute une série de pratiques qui sont applicables. Alors une fois qu'on a listé tout ça, il y a des gens qui nous disent mais pourquoi elle se développe ? Pourquoi malgré toute cette panoplie d'outils, elle arrive à se développer ? Tout simplement parce qu'elle a une écologie particulièrement bien adaptée au milieu agricole. Ce n'est pas parce qu'on a des outils que les outils marchent bien et qu'ils sont systématiquement efficaces. Et puis ces outils ne sont pas tout le temps appliqués pour des raisons de coût, pour des raisons de temps de travail, pour des raisons d'économie de l'IFT et ainsi de suite, et un certain nombre de raisons pour lesquelles on ne va pas aller désherber, on ne va pas aller appliquer une pratique de désherbage alors qu'elle pourrait être utile. Alors, est-ce que c'est une mauvaise herbe comme les autres ? C'est quand même une question qu'on peut se poser parce qu'on a quand même du mal à comprendre qu'elle envahit totalement le territoire alors que les amarantes, les quinopodes, qui ont des biologies très proches finalement, ne sont pas envahissants. Donc, quels sont les points favorables à cette espèce ? Sans doute que le point le plus important, c'est la semence de cette espèce, qui est extrêmement variable en taille. En gros, ça peut être nettement plus gros qu'un grain de colza, mais ça peut être aussi plus petit. Donc, une adaptation à des milieux différents grâce à des tailles de semences qui sont extrêmement variables. Et ça, c'est un avantage sélectif important. C'est-à-dire que quand est fait la récolte, une partie des graines qui va être rejetée, une partie des graines qui peut être transportée, simplement à cause de la différence de taille, et ça permet donc à l'espèce de se disperser très facilement. Deuxièmement, c'est l'aptitude à germer en profondeur. C'est des essais qu'on avait fait en Férine, mais on avait observé que la plante pouvait germer à 0, 2 cm, 6 cm, 8 cm de profondeur. Ça, c'est une caractéristique qui la différencie des autres mauvaises herbes,
Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de pratiques, comme les faux semis, qui vont se révéler beaucoup moins efficaces sur l'ambroisie que sur les autres plantes. Parce que en germant à 8 cm, même si elle est sortie, elle est particulièrement bien enracinée, et donc il y a des pratiques de désherbage mécanique qui vont se révéler beaucoup moins efficaces. De même, avec un système racinaire qui est à 8 cm, il faut que l'herbicide, si c'est un racinaire, il faut que l'herbicide descende aussi loin en profondeur, généralement il n'y arrive pas. Donc cette capacité à germer en profondeur confère peut-être, c'est pas totalement prouvé, un avantage sélectif important à cette mauvaise herbe. Et ça lui permet en tout cas de s'adapter à des conditions extrêmement variées. Le cycle, c'est le cycle classique d'une mauvaise herbe. Il n'y a rien d'extraordinaire. Avec une germination plutôt printanière à la base de température et d'environ 4 degrés. Donc ça germe en même temps que les amaranthes et les kénopodes. Un développement qui est très long pendant les mois de juin-juillet, la mise en fleurs et la production de graines assez tardive au mois de septembre-octobre. Donc quand on regarde un cycle de ce type-là, un cycle aussi long, on peut dire qu'en fait il y a énormément de périodes pendant lesquelles il est possible de placer une pratique de désherbage et que cette plante a priori n'a que peu de chances de devenir envahissante. Ce qui prouve qu'on se trompe totalement, ça veut dire qu'elle a certainement des capacités d'adaptation qui font que malgré ce désavantage, c'est-à-dire une production de semences très tardive, elle arrive à se développer dans nos systèmes. Parmi les autres avantages qu'elle a, c'est ça, la capacité d'avoir des dormances secondaires. C'est-à-dire que dès qu'elle est stressée, la semence rentre à nouveau en dormance, et même si vous lui mettez toutes les conditions favorables, par exemple par un faux semis, elle ne va pas germer, parce qu'elle a un système de protection qui autorise ça. Et donc ça, c'est gênant, parce que ce système de dormance secondaire, il peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, peut-être plus de 10 ans. Et donc quand vous êtes constitué un stock de semences d'ambroisie, ben vous êtes parti pour 10 ans ou 20 ans. Donc c'est une contrainte extrêmement forte, mais qui nécessite aussi d'être gérée. Alors si on résume la biologie de la plante, enfin les points qui sembleraient importants, ben, il y a le fait qu'elle survive longtemps dans le sol, qui est certainement un handicap au niveau du gestionnaire, parce que ça veut dire que quand on a laissé passer l'ambroisie, il faut la gérer pendant une dizaine d'années avant d'être sûr de pouvoir s'en débarrasser. Une germination printanière estivale, et ça doit recouper d'autres espèces adventices qui doivent vous poser des problèmes, datura ou certaines amaranthes, qui ont des capacités de germer pendant un temps très long, ce qui fait qu'elles germent encore après votre dernière pratique de désherbage. Vous avez fini de désherber, vous ne pouvez plus rentrer dans la parcelle, l'espèce va encore germer, et comme elle a une croissance très rapide, elle est capable de rattraper la culture et de repasser au-dessus. Et ça, effectivement, c'est une vraie gêne pour vous, parce qu'au niveau du conseil, la dernière pratique a été mise en place, et pourtant la plante va encore germer et va rattraper. C'est encore plus vrai avec l'ambroisie tréfide, qui peut se développer vraiment très très vite. Et enfin, la production de semences, elle n'est pas énorme. C'est l'ordre de plusieurs maximum milliers de semences par plante. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Et par rapport à un coquelicot, par rapport à une amarante, c'est peu. C'est nettement moins, sans doute 10 fois moins. Mais les semences qui sont produites sont extrêmement dures, entre guillemets, durables, et vont rester très longtemps dans le stock. Donc ce n'est pas une plante qui se reproduit grâce à une production de semences pléthorique, mais les semences qui sont produites sont des semences de bonne qualité, entre guillemets, et vont se maintenir longtemps dans le sol. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur avec ces espèces, et c'est ça qui est très compliqué. Par rapport à un vulpin ou à un brome, ou à la limite, on peut rattraper la situation dans les cultures, dans les cultures qui viendront après. Dans le cas d'ambroisie, c'est beaucoup plus complexe. Alors les avantages et les inconvénients, je les ai remis ici. Je pense que celui qui est le plus important et le plus gênant actuellement, globalement, au niveau de la flore adventice, c'est la germination étalée. Ça, c'est vraiment une gêne, et on a beaucoup de mauvaises herbes actuellement qui nous posent souci, simplement parce qu'elles évitent en fait la pratique de désherbage. Elles ne résistent pas, mais simplement elles l'évitent. Elles germent quand il n'y a plus de désherbage. Et ça, c'est particulièrement gênant, mais vous avez les autres points qui sont importants, la survie dans le sol, le cycle végétatif long qui fait que les fauches, ça explique l'inefficacité des fauches. Comme elle reste longtemps végétative, la fauche la prend, mais elle repart en végétatif, elle se redéveloppe. Donc toute une série de caractéristiques qui ne sont pas extraordinaires, mais qui expliquent que cette plante est particulièrement complexe à gérer. Quelles sont les cultures où ça pose problème ? Au départ, on pourrait penser que les cultures d'hiver ne posent pas problème, mais les stocks semenciers deviennent importants, qu'on arrive même à avoir de l'ambroisie maintenant dans des blés. C'est-à-dire elle va germer au mois d'avril-mai dans le blé, et on peut avoir un couvert de 100% d'ambroisie avec un blé au-dessus. La contrainte pour l'agriculteur, ça se passe en Rhône-Alpes, essentiellement. La contrainte pour l'agriculteur, c'est qu'il remonte du vert au moment de la récolte, des mûrissements qui sont plus difficiles, qui sont plus complexes, et surtout, des situations en interculture comme celle-là,
où on a des intercultures avec un recouvrement de quasi 100%, mais ça, vous connaissez ça aussi chez vous. Donc les cultures d'hiver, normalement, devraient rester gérables, mais il va finir par avoir des contraintes. Les cultures de printemps, a priori, orge de printemps, pois de printemps, ne sont pas très touchés, mais le pois de printemps, c'est une dicote, désherber une dicote dans une culture dicote, c'est un peu compliqué, et on commence à observer les cultures de pois, bon là c'est du vert sur vert, mais ça devrait être un pois, et c'est 100% d'ambroisie. L'agriculteur a totalement lâché son désherbage. Il n'y a pas beaucoup de solutions non plus, elles ne sont pas extrêmement nombreuses, et si on passe au mauvais moment, on n'a plus d'efficacité, et on se retrouve avec des problématiques dans des cultures où avant il n'y avait pas trop d'ambroisie. Là aussi, une gestion d'interculture qui est obligatoire. Le problème, c'est les cultures estivales, mais là j'insiste pas parce que vous connaissez bien, on a des cultures qui correspondent parfaitement au cycle de l'espèce. Donc là, on fait tout que on met l'ambroisie dans des situations idéales de croissance, avec une culture très difficile à gérer qui est l'ambroisie. Ça, il y a la proximité botanique entre les deux plantes qui font qu'on est en difficulté. Le soja, où les situations sont quand même des situations légales, sont limitées. Alors après, vous avez d'autres solutions dont on ne parlera pas, mais qui permettent d'apporter, qui ne devraient pas permettre d'apporter quelque chose, mais en tout cas qui peuvent apporter une solution. Et puis il y a les cultures difficiles, comme le sorgho par exemple, où la gamme d'herbicides est moins grande que sur le maïs, où on commence à aussi avoir de gros débordements en sorgho. Et une fois que le stade 4-5 feuilles est passé, on n'a plus rien. Le maïs, il est laissé en vert, parce qu'a priori, c'est une culture sur laquelle la gamme d'herbicides reste très large et très efficace, mais ça a un coût. Ça a un coût, et pour les agriculteurs qui sont que en désherbage mécanique, quand il y a une faible densité d'ambroisie, il y a peu d'ambroisie sur le rang, donc ça passe. Quand il y a un très gros stock de semences, une très grande quantité d'ambroisie qui va rester sur le rang, et le désherbage mécanique a beau être efficace dans l'interrang, il ne sera plus efficace sur le rang de la culture. Donc on peut passer dans certaines régions le maïs en orange, parce que même avec un agriculteur qui est pointu, ça commence à devenir difficile à gérer. L'interculture reste un problème extrêmement important, qui risque de se compliquer si dans certaines régions le glyphosate est interdit. Il va y avoir des problèmes de gestion. Même en faisant attention, l'ambroisie est une plante extrêmement tolérante à la fauche, extrêmement tolérante même au déchômage. Dans certaines régions, un simple déchômage ne suffit pas, il faut croiser les déchômages pour avoir une efficacité suffisante pour bousculer la plante. Et c'est vraiment pas lié à une mauvaise volonté des agriculteurs, c'est que la plante est extrêmement bien adaptée écologiquement à ça. Et donc, du coup, les pratiques qu'on va mettre en place de désherbage doivent être encore plus fortes que par rapport à d'autres espèces qui, après un simple déchômage, disparaissent sans trop de soucis. Vous voyez, ici, on en est à 3 déchômages sur cette parcelle-là, et vous avez encore un pied d'ambroisie qui repart. Il a été bousculé 3 fois, mais il repart à nouveau. Donc, c'est vraiment compliqué de gérer ces plantes-là. Il y a des pratiques à éviter. Par exemple, la jachère florale, qu'on a réussi à faire interdire, entre guillemets, dans certaines zones. Les jachères florales, c'est vraiment, quand vous pensez à la date de semis et à la date d'arrêt de cette pratique-là, c'est le cycle de l'ambroisie, exactement. Donc on ne peut pas faire mieux pour multiplier un stock d'ambroisie. C'est compliqué à expliquer aux gens qui veulent développer ces pratiques pour les abeilles et ainsi de suite, mais ce sont vraiment des pratiques à proscrire dans des zones d'ambroisie. Surtout pas développer ce genre de choses. Mettre un herbicide sur une jachère florale, c'est assez peu cohérent. Donc du coup, il vaut mieux éviter de mettre ça en place. Bon, c'est des pratiques un peu en disparition aujourd'hui, mais c'est très à la mode il y a quelques années. Donc les pratiques de désherbage non chimiques ont une efficacité, on ne peut absolument pas nier, elle est bonne. Simplement, elle nécessite d'être répétée. Sur la photo du bas ou sur la photo du dessus, vous avez l'effet d'une fauche. En fait, on a l'impression qu'une fauche multiplie presque le potentiel de développement de l'espèce. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une tige, vous avez 2 tiges. Donc, vous avez pratiquement multiplié par 2 la production. Ça veut dire que ces pratiques mécaniques doivent absolument être répétées. Et là aussi, ce n'est pas un problème de pratique mal appliquée ou ainsi de suite, c'est simplement la biologie de l'espèce qui est particulièrement bien adaptée à la fauche. Ce n'est pas les fauches qui ne marchent pas, c'est l'espèce qui tolère très très bien ce genre de pratique. Les autres méthodes, on peut les développer, mais leur efficacité, leur importance est quand même un petit peu réduite. Les désherbages thermiques sont surtout utilisés en ville et peu utilisés dans le milieu agricole. Et la lutte biologique, ça reste encore un petit peu un rêve. On voudrait tous être le chercheur qui trouve l'insecte qui va tuer l'ambroisie parce qu'on aura une grande carrière derrière, mais il n'y a pas grand-chose qui marche. Il y a cet insecte qui a été trouvé en Italie
qui a une très bonne efficacité sur l'ambroisie, mais simplement en dessous d'une certaine altitude. Et en fait, dès qu'il n'y a plus d'ambroisie, il disparaît. Si l'ambroisie revient après, l'insecte n'est plus là, donc c'est un petit peu gênant. Donc il n'y a pas grand-chose qui marche pour aujourd'hui. Il y a quelques exemples, comme le pâturage d'ovins sur un certain nombre de lits de rivière. Ça pourrait être appliqué sur des chaumes chez nous, c'est appliqué par certains agriculteurs, mais ça reste quand même très limité et très réduit à un certain nombre de systèmes de production qui possèdent des animaux pour ça. Donc ça reste anecdotique et sans vraiment beaucoup d'importance, mais ça pourrait être utilisé de temps en temps. Le plus important à retenir en fonction de cette espèce, c'est qu'il faut absolument éviter l'augmentation du stock de semences. Parce qu'une fois que le stock de semences est en place, vous n'avez pratiquement plus de pratique qui va se révéler efficace. Alors c'est facile à dire dans un bureau de l'INRA, mais il faut absolument éviter la culture de tournesol sur les parcelles où il y a de l'ambroisie. Parce qu'il n'y a pas de solution durable, à mon avis, pour pouvoir le gérer. Après, on est dans des conseils classiques qui sont donnés en théorie, mais qui sont bien difficiles à appliquer sur le terrain. C'est allonger la rotation, apporter un soin en particulier aux parcelles qui sont connues pour être envahées à l'ambroisie, c'est-à-dire bien gérer les bords de parcelles et les contours. Pour autant, ça reste du conseil qu'on trouve pour toutes les mauvaises herbes et qui n'est pas toujours extrêmement facile à appliquer. Le déchômage reste très efficace. Les faux semis peuvent avoir une certaine efficacité, mais généralement, quand les faux semis ont une très grande efficacité, ça veut dire qu'il y a un stock qui est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on détruit beaucoup d'ambroisie, mais il en reste encore beaucoup dans le sol. Donc en fait, l'agriculteur est déçu derrière, il a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, et pourtant il a encore des plantes dans sa culture. Et puis éviter les pratiques à risque. Je vais terminer mon exposé sur un point particulier, c'est celui des variétés tolérantes aux herbicides, qui ont été vendues par de grosses sociétés phytosanitaires comme étant des armes contre l'ambroisie. Donc pourquoi développer des variétés particulières? Si vous voyez en gros l'efficacité de certaines adventices des herbages chimiques, vous voyez que l'ambroisie là, a une efficacité moyenne, puis vous avez les autres astéracées, bidins, xanthium, tournesol sauvage et chardon. Vous voyez qu'on a du mal à désherber ces astéracées dans les cultures estivales. Les deux super variétés tolérantes aux herbicides apportent des solutions qui sont des bonnes solutions ou des très bonnes solutions, au moins à court terme. Ça veut dire qu'à court terme, ces variétés qui sont obtenues par mutagénèse permettent d'avoir une solution court terme pour gérer le système. Donc ces deux variétés, c'est Clearfield et Express Sun, une avec de l'Imazamox, l'autre avec du tribunyrométhyle. Ce qui est dommage, c'est que c'est le même mode d'action d'herbicide, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas deux modes d'action différents. Ça reste des outils immédiats, et ça on l'a observé dans l'Isère, de gestion de l'ambroisie qui sont extrêmement efficaces, mais, et le mais devrait être en rouge beaucoup plus gros, beaucoup plus énorme, il y a un risque extrêmement élevé de sélection de résistance. Comme pour tous les herbicides. Sauf que là, on est sur deux plantes botaniquement très proches, que la sélectivité entre le tournesol résistant et l'ambroisie, elle se fait à pas grand-chose. C'est-à-dire, il ne suffirait de pas grand-chose. Vous montez un petit peu la dose d'Imazamox et vous désherbez votre tournesol aussi. Donc, ça veut dire qu'on est limite en termes de sélectivité. Et qu'en fait, généralement, ces variétés sont conseillées dans des endroits où l'agriculteur s'est fait un peu déborder, sur des très grandes populations. Or, les résistances, c'est en fait comme au loto, c'est-à-dire si on joue plein de fois, on finit par gagner. Si vous avez de très grosses populations d'ambroisie dans vos parcelles, il y a de très grandes chances qu'il y ait un individu mutant résistant dans la parcelle. Donc plus vous traitez de grosses populations, plus vous avez de risques de sélectionner l'individu résistant. Et là, derrière, si on se retrouve avec des ambroisies résistantes, c'est compliqué. C'est une thèse qu'on a fait une thèse là-dessus à l'INRA, et on a trouvé très rapidement des populations avec des ambroisies résistantes, beaucoup plus rapidement même que ce qu'on pensait. C'est-à-dire on a même du mal à comprendre comment ça arrive aussi rapidement. On se demande même s'il n'y a pas encore des arrivées de tournesol des États-Unis avec des ambroisies résistantes dans les sacs de tournesol pour expliquer une telle vitesse d'apparition des plantes résistantes. En tout cas, on les a trouvées très vite. C'est une résistance liée à une détoxication. Ça veut dire que derrière, vos ambroisies résistantes, elles résisteront à d'autres herbicides. Et donc là, ça va encore compliquer la tâche que vous aurez à faire. Donc ces variétés tolérantes, un super outil, mais à utiliser avec énormément de précautions. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'agriculteur soit informé et qu'il y ait derrière un suivi très, très fin des populations d'ambroisie dans ces systèmes. Donc, pour résumer, il existe plein de méthodes de lutte.
Et c'est les gens de terrain qui connaissent le mieux et l'agriculteur qui connaissent le mieux les pratiques à combiner pour avoir une efficacité. Éviter le tournesol reste quand même, je dirais, le truc numéro 1. Alors je sais que c'est pas évident, on a des contraintes, il y a des obligations de faire de la rotation des cultures de printemps, il y a aussi une pression sur le tournesol pour maintenir les quantités d'huile produites en France, mais en attendant, il y a un vrai problème à, si possible, éviter cette culture. Je dirais même maintenant presque éviter le soja dans certaines zones, parce que le soja devient aussi cible de l'ambroisie. Il faut absolument éviter de faire monter les stocks. Parce que quand les stocks de semences quand le nombre de plantes est trop important, il faut être clair, il n'y a plus grand chose qui marche. Un faux SMI qui élimine 10% des graines, quand il y a 10% de 10 graines, il ne vous reste plus grand chose. Quand vous avez 1000 graines au mètre carré, 10% sur 1000 graines, ça ne fait plus rien du tout. Donc il faut absolument éviter ça. Les méthodes chimiques restent efficaces. Pour le moment en France, on a de la résistance, mais c'est très très limité. On est inquiet sur le devenir des herbicides, effectivement. Alors pas inquiet sur le fait qu'il n'y en ait plus, tant mieux pour l'environnement, mais pour gérer certaines espèces, ça va être quand même assez gênant. On va finir par 4 petites questions tout simples qui sont des situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Un agriculteur signale 10 pieds d'ambroisie à l'entrée d'un champ. Qu'est-ce qu'il faut faire comme pratique? Qu'est-ce que vous conseilleriez comme pratique? Il y a 10 plantes à l'entrée du champ. C'est la moisse-batte qui a nettoyé l'année d'avant et qui a balancé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le conseil, c'est arracher à la main. Je prends des belles vestes là-dessus. Je le conseille régulièrement et je me fais ramener dans mes 18 mètres très, très, très fréquemment en me disant que j'ai qu'à m'occuper de mes affaires et que ça ira mieux autrement. Donc, pourtant, c'est le conseil à donner. Il n'y a pas de meilleur conseil. C'est ça, il faut les enlever à la main. Déjà, ça permettra à l'agriculteur de compter combien il en a et de voir combien il en a d'après, c'est-à-dire s'il a éradiqué son stock ou pas. Mais c'est un conseil facile à donner qui ne marche pas du tout sur le terrain. Vous avez 100 pieds d'ambroisie sur le bord d'un champ, là ça devient un petit peu long à arracher à la main, admettons qu'il soit courageux qu'il le fasse, mais généralement il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire comme pratique? Là il faut détruire la bordure. Alors quand on est en Suisse c'est automatique parce qu'en plus la mairie va rembourser, va payer, c'est très bien. Quand on est en France on ne sera pas remboursé. N'empêche que l'agriculteur peut y gagner en termes d'image. Alors il va y perdre en termes de rendement, ça ne faut pas rêver, on ne peut absolument pas l'exclure, mais n'empêche que même pour lui à long terme, il va être gagnant. Donc détruire cette bordure, pour moi, montre qu'on a compris le problème de la biologie de cette espèce. Mais je suis conscient aussi de la difficulté à faire ça. C'est facile à dire quand on est dans un bureau, c'est beaucoup plus difficile à dire en face à personne. On a 1000 pieds dans la parcelle, là, répartis partout. J'ai pas fait 1000 ronds, je suis un peu flemmard. Ils ont grainé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laboure? Alors pourquoi non? On va les enfouir sur des poids après. Alors, vous êtes d'accord? On laboure pas? Alors, la réponse est bonne, et c'est le contraire de ce qu'a dit l'INRA pendant 20 ans, donc fais gaffe. Là, il ne faut pas labourer. Il faut labourer pour les laisser en surface. Mais il faut prévoir la culture derrière qui va ramasser. Effectivement, en l'enfouissant, vous pouvez aussi, l'enfouir peut être aussi une stratégie gagnante. C'est-à-dire vous les mettez au fond et après elles vont remonter que par petite densité pour les gérer, mais c'est risqué. Tandis que si vous les laissez en surface, effectivement l'année d'après, vous les gagnez. Et ça, c'est l'inverse de ce qu'on a raconté pendant très longtemps. Donc il ne faut pas labourer. Mais il faut prévoir la culture après qui permettra de la gérer. Et c'est vraiment l'inverse de ce qu'on a raconté pendant des années et des années. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire passer. Alors évidemment, on me dit, on ne comprend rien, vous me disiez l'inverse il y a 5 ans sur le vulpin, et là sur l'ambroisie, voilà. Mais il faut expliciter, c'est par rapport à la biologie de l'espèce. Une très forte infestation d'ambroisie détectée précocement sur une parcelle tournesol, que faire? Là, j'ai pas la réponse, je confirme. Semis du tournesol, 6 feuilles, 10 ambroisies mètre carré. C'est là où je pense qu'il devrait y avoir des aides. C'est-à-dire que là, la seule pratique pour moi, c'est détruire la culture. Il n'y a pas... D'un point de vue durable, je ne vois pas d'autre chose. D'un côté, l'agriculteur, il investit dans la semence, il investit en préparation du sol, il investit dans plein de choses. Donc, quelque part, il faudrait qu'il soit récompensé du fait qu'il investit pour le futur en détruisant la culture. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que détruire la culture. Vous traitez avec un imazamox, un clearfield ou un machin comme ça, vous avez le risque de sélectionner la résistance. Donc il faut convaincre de détruire. Je sais que ce n'est pas facile, que c'est un conseil vraiment donné dans l'air comme ça, mais je pense que c'est un conseil important.
Et il faudrait que quelque part il y ait des aides, un soutien, quelque chose pour permettre à l'agriculteur de détruire sa culture et de s'y retrouver. Là, je suis un peu dans la science-fiction. J'en suis bien conscient, mais c'est quand même assez important. Vous l'avez une année, ça, mais vous l'avez les autres d'après aussi. On va détruire à chaque fois. Oui, il mettra plus de tournesol, parce que son conseil lui aura dit surtout de ne plus mettre de tournesol pendant quelques années à sa parcelle, ce qui est aussi extrêmement difficile à dire. On est face à des mauvaises herbes, à des stratégies qu'on n'a pas eues avant. On n'est plus sur le vulpin, on n'est plus sur le brome, on n'est plus sur ces stocks à forte TAD, à forte taux de décroissance. On est sur une stratégie complètement différente. Il faut être clair, on ne sait pas faire. Et l'ambroisie, c'est la première. Vous avez le datura qui est en train de monter de façon extrêmement importante et qui sera tout aussi gênante. Vous avez la butylon de théophras qui arrive aussi par la vallée du Rhône. Il y a 4-5 espèces qui arrivent comme ça. Alors heureusement, elles sont à peu près dans les mêmes cultures, mais imaginez qu'elles soient dans des cultures différentes, là, ça deviendrait compliqué. Donc comme je l'ai dit au début, j'ai aucune solution. J'ai juste des questions et c'est vous qui savez mieux que moi les cultures, les systèmes de culture, les pratiques en place qui pourront gérer ça. Voilà, je vous remercie.